Tu n'as plus ta place ici, va-t'en. Ces mots, froids comme une lame, ont traversé l'air d'un soir d'hiver à Antibes, dans la maison où j'avais tant investi mon amour et mes économies. C'était ma belle-fille qui venait de les prononcer debout dans l'encadrement de la porte, le visage dur et fermé. Mon propre fils à ses côtés gardait les yeux baissés, prisonnier de son silence. J'ai senti mon corps chanceler comme une vieille branche qu'un coup de vent brise. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se réveiller. Je suis veuve depuis 10 ans. J'ai perdu mon mari d'un cancer brutal qui m'a laissée seule à 56 ans avec une maison à entretenir et des enfants déjà grands. J'avais consacré ma vie entière à eux en travaillant dans une petite boutique de fleurs près du port d'Antibes, en économisant chaque sou, en me privant pour leur offrir ce que je n'avais jamais eu moi-même. Je pensais naïvement qu'en vieillissant, j'aurais droit à un peu de réconfort, à une main tendue, à une présence aimante. Mais ce soir-là, je comprenais que j'étais devenue un poids, une intruse dans mon propre foyer. Je me rappelle la scène comme si elle avait été gravée dans ma chair. Ma belle-fille, jeune femme élégante et ambitieuse, fixait mes valises encore posées dans le couloir. Elle avait préparé ce moment. Je le voyais dans la froideur de son regard. Mon fils, mon petit garçon que j'avais porté, nourri, consolé tant de nuits, n'avait pas la force de me défendre. Son silence résonnait plus violemment que les cris. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai ramassé mes affaires. J'ai serré mon manteau contre moi et j'ai franchi le seuil. Mais au fond de mon âme, un tremblement s'est transformé en certitude. Ce n'était pas une fin, c'était un début. J'avais été humiliée, rejetée, mais je ne serais plus jamais la femme docile et invisible qu'il croyait pouvoir effacer. Je marchais dans les rues d'Antibes ce soir-là, le cœur lourd mais étrangement lucide. La vieille ville, ses ruelles pavées, ses façades aux volets bleus, ses odeurs de mer et de pain chaud me semblaient étrangères. Je n'avais plus de chez moi, plus de refuge. Je pensais à toutes ces années passées à bâtir une maison solide, à offrir des repas de famille, à coudre des vêtements usés, à sourire malgré la fatigue. Et voilà comment j'étais récompensée. Une porte fermée, une phrase assassine. J'ai erré jusqu'au bord de la mer. La Méditerranée, étale et sombre, me renvoyait une image de solitude glaciale. Pourtant, dans ce vide, je sentais naître une force que je ne connaissais pas. Oui, j'étais seule mais je n'étais pas finie. J'avais encore des armes que mes enfants ne soupçonnaient pas. Ma mémoire, mes sacrifices, mes droits et surtout ma dignité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assis sur le banc d'un square désert, je revoyais chaque étape de ma vie comme un film muet. Le visage de mon mari, les rires de mes enfants petits, les anniversaires fêtés dans la simplicité, les factures que je réglais en me privant de tout. Et je me suis juré que cette humiliation ne resterait pas sans réponse. Pas une vengeance violente ni brouillante, mais une justice silencieuse, patiente, implacable. Je savais qu'un jour ma belle-fille regretterait d'avoir prononcé ces mots et que mon fils, même derrière son silence, devrait faire face au vide qu'il avait contribué à creuser. Quant à moi, je ne serai plus jamais spectatrice de ma propre vie. À celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je veux dire ceci. Ne sous-estimez jamais la force d'une grand-mère blessée. Sous nos cheveux gris et nos rides se cache une volonté que personne ne peut briser. Et parfois le silence, ce silence que l'on nous reproche tant, peut devenir la plus éclatante des réponses. Si vous avez déjà ressenti l'injustice d'être rejeté par ce que vous avez le plus aimé, dites-le en commentaire. Votre histoire mérite d'être entendue car dans nos douleurs se cachent des vérités que le monde oublie trop souvent. Je n'ai jamais oublié la première fois où j'ai croisé le regard de mon mari. C'était un après-midi de printemps sur la place Masséna à Nice. J'avais 20 ans, un panier de fleurs au bras et lui, jeune charpentier, portait des planches sur l'épaule. Nos regards s'étaient accrochés comme deux aimants et ce fut le début d'une histoire simple mais solide. Faite de travail, de respect et de tendresse. Nous n'avions pas grand-chose mais nous partagions tout et cela suffisait pour se sentir riche.
Les premières années de notre mariage à Antibes furent heureuses malgré la modestie de notre vie. Lui travaillait sur les chantiers. Moi je m'occupais de la maison et tenais parfois la caisse chez une fleuriste du centre-ville. Nous n'avions pas d'automobile, seulement une vieille bicyclette qui grinçait. Mais nous avions l'impression de conquérir le monde. Le soir, nous nous asseyions sur le balcon étroit, un verre de vin à la main, et nous rêvions de la maison que nous bâtirions un jour. Puis vinrent les enfants, d'abord mon fils, celui qui un jour détournerait les yeux de moi, mais qui alors était la chair de ma chair, fragile et lumineux comme une promesse. Ensuite, ma fille joyau inattendu qui illumina nos vies de ses éclats de rire, les nuits blanches, les maladies, les couches à laver à la main. Tout cela paraissait dérisoire devant leur petit visage endormi. Mon mari et moi étions fatigués, certes, mais unis dans cette mission de donner le meilleur à nos enfants. Les sacrifices commencèrent à s'accumuler. Je me souviens des hivers où je raccommodais mon vieux manteau plutôt que d'en acheter un nouveau pour que les enfants puissent avoir des chaussures neuves. Je me rappelle avoir décliné des sorties avec mes amis car il fallait économiser pour les fournitures scolaires. Chaque franc que nous mettions de côté représentait un pas vers leur avenir. J'étais persuadée que mes enfants sauraient un jour voir la valeur de ces efforts. Quand nous avons enfin pu acheter notre maison, un petit pavillon à Antibes, j'ai cru toucher le ciel. Je voyais en ces murs un refuge qui protégerait les générations à venir. Mon mari y mit tout son savoir-faire. Chaque planche, chaque clou portait la marque de son labeur. J'y voyais déjà mes petits-enfants courir dans le jardin. Cette maison devint le cœur battant de notre famille, le symbole d'une vie de l'or et d'amour. Les années passèrent et comme toutes les familles, nous avons connu nos épreuves. Mon mari tomba malade. Le cancer ne lui laissa guère de répit. Je fus à son chevet jour et nuit, le nourrissant à la petite cuillère, lui tenant la main lorsqu'il s'effaçait. Doucement, je me rappelle encore de ses yeux, voilés par la douleur, mais toujours pleins de reconnaissance lorsqu'il me murmura « Promets-moi de veiller sur eux ». J'ai haché la tête, la gorge nouée, sans savoir alors le poids terrible que porterait cette promesse. Après sa mort, je me suis retrouvée seule, veuve à 56 ans face à des responsabilités immenses. Je ne me suis jamais plainte. Je travaillais encore à la boutique de fleurs malgré les douleurs qui commençaient à peser dans mon dos et mes mains. Tout ce que je gagnais, je l'investissais dans l'entretien de la maison et dans le soutien de mes enfants. Quand ils avaient besoin d'argent pour leurs études, je leur donnais. Quand il fallait payer une caution, je puisais dans mes économies. Je ne comptais pas, je donnais. C'était ma nature, mon rôle, pensais-je, d'aimer sans mesure. Mon fils en particulier reçut beaucoup. Il avait ce tempérament hésitant, ce besoin constant d'être rassuré. Je lui offrais toujours ma confiance, même lorsqu'il trébuchit. J'étais fière de le voir se marier, même si dès le début quelque chose en moi pressentait que cette union m'apporterait plus de blessures que de joie. Ma belle-fille entra dans notre maison avec ses habitudes, ses exigences, ses ambitions. J'ai voulu lui donner sa place. J'ai fermé les yeux sur ses remarques acides, sur ses regards méprisants. Je me suis dit qu'avec le temps, elle finirait par comprendre que je n'étais pas une ennemie, mais une alliée. Mais les années qui suivirent marquèrent le début de mon effacement. À chaque repas, ma voix semblait se perdre dans le vacarme des conversations. À chaque décision, mon avis devenait secondaire. La maison que j'avais bâtie avec mon mari ne m'appartenait plus que de nom. Et pourtant, je persistais à sourire, à cuisiner, à aider. J'espérais qu'en offrant toujours plus d'amour et de patience, je finirais par être reconnue. Je me trompais. Peu à peu, je suis devenue une ombre et derrière les sourires de façade, je sentais grandir une rancune sourde chez ma belle-fille, une envie de m'écarter définitivement. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'un jour, elle trouverait les mots pour m'expulser de ma propre vie. Mais avant cela, il me fallait revivre dans ma mémoire toute cette histoire. Le bonheur simple de mes débuts, les sacrifices consentis, la maison construite et la promesse silencieuse faite à mon mari mourant.
Je n'étais pas encore prête à affronter la cruauté qui m'attendait, mais je portais en moi la graine de ce qui plus tard deviendrait ma force. Les premiers signes du rejet n'ont pas éclaté comme une tempête soudaine. Non, ils se sont insinués dans ma vie à pas feutrer comme de petites fissures qui peu à peu fragilisent les murs d'une maison que l'on croit solide. Je me souviens encore de ces repas du dimanche autrefois joyeux, où ma voix trouvait naturellement sa place. Puis insensiblement les conversations se mirent à m'ignorer. Quand je parlais, mes mots semblaient se perdre dans le brouhaha. Mon fils, absorbé par son téléphone ou par les paroles de sa femme, hochait distraitement la tête. Ma belle-fille, elle avait cette manière subtile de détourner le regard comme si ma présence n'était qu'une gêne à supporter. Il y eut d'abord des phrases jetées comme des piques déguisées en plaisanterie. « Tu ne devrais pas te fatiguer à cuisiner. Tes recettes sont un peu démodées », me lança-t-elle un jour en riant devant des invités. Tout le monde avait rien, sauf moi. J'avais souri malgré moi, mais à l'intérieur, une petite brûlure s'était installée. Puis vinrent les regards, ses yeux qui glissaient sur moi comme sur un meuble usé. Ces soupirs discrets quand je proposais mon aide, ces sourires forcés qui cachaient mal l'impatience. Même mes gestes les plus tendres comme offrir un gâteau fait maison semblaient perçus comme des intrusions. Je voyais ma belle-fille fronça les sourcils dès que je posais un plat sur la table comme si ma générosité devenait un affront à son autorité. Je m'efforçais de rester discrète. J'avais peur de perdre ce fragile équilibre familial. Alors j'encaissais. Je me persuadais qu'il valait mieux se taire que de créer un conflit. Je pensais naïvement que ma patience finirait par attendrir ma belle-fille, que le temps me donnerait raison, mais chaque silence accepté ouvrait la voie à une nouvelle humiliation. Il y eut aussi les exigences toujours plus pressantes, toujours plus injustes. Tu pourrais garder les enfants cette semaine. Nous avons besoin de souffler, disait-elle sans même demander si j'étais fatiguée. Tu pourrais nous prêter un peu d'argent? Nous devons refaire la cuisine, ajoutait-elle comme si ma retraite modeste était une source intarissable. Je donnais encore parce que je croyais que c'était cela être mère. Un jour pourtant, je pris conscience de ce que je devenais invisible. J'étais là dans ma propre maison et personne ne me voyait. On me saluait distraitement, on m'écoutait à moitié, on se servait de moi comme d'une commodité. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais plus la femme que j'étais. Mes rides ne me faisaient pas peur, mais ce vide dans mes yeux, ce silence imposé, oui, cela me terrifiait. Alors, je me réfugiais dans mes souvenirs. Le rire de mon mari résonnait encore dans certaines pièces comme un écho du passé. Le parfum des fleurs que je faisais sécher dans la cuisine me ramenait à mes années de fleuriste quand ma vie avait un sens, quand mes gestes étaient utiles. Ces souvenirs étaient mes seules compagnies, les seules preuves que j'avais existé autrement qu'en tant que poids ou fardeau. Mais plus le temps passait, plus l'étau se resserrait. Ma belle-fille gagnait en confiance, sûre de sa place, sûre de son pouvoir sur mon fils. Lui ne disait rien. Ses silences étaient des trahisons plus douloureuses que n'importe quelle parole. Je voyais bien qu'il n'osait pas me défendre, qu'il préférait la paix de son couple à la justice envers sa mère. Je choisissais encore de me taire. J'espérais que ce n'était qu'une phase qu'en continuant d'offrir mon aide et mon amour, je finirais par retrouver ma place. Mais au fond de moi, une voix murmurait déjà « Tu t'effaces et ils ne s'arrêteront pas ». C'était le commencement de ma solitude. Une solitude glaciale qui ne se voit pas, mais qui vous ronge chaque jour un peu plus. Il arriva un jour où les petites humiliations ne suffirent plus. Le rejet cessa d'être diffus, subtil pour se transformer en une blessure nette, brutale, irréversible. Ce fut une après-midi de février grise et lourde lorsque je découvris que ma belle-fille n'en était plus à me mépriser en silence. Elle avait préparé mon effacement dans les moindres détails. Tout commença par une enveloppe. Elle était posée sur la table du salon avec mon nom griffonné dessus. J'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'une facture oubliée ou d'un courrier administratif banal. Mais à l'intérieur, il y avait un document officiel, un papier glacé portant le tampon de la mairie.
Je l'ai lu une première fois sans comprendre, puis une deuxième fois, le cœur serré. On y évoquait une régularisation de propriété, et mon nom n'y figurait nulle part. La maison que j'avais construite avec mon mari où chaque pierre portait la marque de notre sueur n'était plus juridiquement à moi. Mon fils, influencé par son épouse, avait transféré la majorité des droits à leur nom, me laissant seulement l'illusivre par tolérance. J'ai eu le souffle coupé. J'ai relu encore et encore ces lignes qui à elles seules m'expulsaient de toute une vie. Je me suis assise incapable de bouger. J'entendais dans ma tête la voix de mon mari, me jurant que cette maison serait toujours mon refuge. Et soudain, ce serment se brisait comme du verre sous mes yeux. Les murs autour de moi semblaient se rétrécir. Je n'étais plus maîtresse chez moi. Le soir même, j'ai osé poser des questions. Mon fils a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Ma belle-fille, elle n'a pas cherché à se cacher. Elle m'a expliqué d'un ton sec que les choses devaient être mises en ordre, que pour simplifier les démarches, il valait mieux que la maison soit entre leurs mains. Puis elle a ajouté avec ce sourire froid qui me glaçait le sang, « Tu comprends? Tu es âgé maintenant. Tu n'as plus besoin de porter tout ce poids âgé comme si mon âge m'effaçait du droit d'exister, du droit de posséder ce qui avait été construit par mes sacrifices. » J'ai ressenti un vertige, une colère sourde. Mais je n'ai rien dit. Le silence était ma seule arme à cet instant. Les jours qui suivirent furent insupportables. Je voyais ma belle-fille circuler dans les pièces comme si elle en était la reine. Donner des ordres, déplacer des objets, prendre des décisions sans même me consulter. Tout en elle respirait la victoire. Mon fils, lui, se taisait encore. Ses silences étaient des trahisons quotidiennes et chaque fois qu'il détournait le regard, je sentais le lien qui nous unissait se déliter un peu plus. Le pire arriva lorsque je découvris qu'ils avaient déjà fait estimer la maison. Je trouvai par hasard une carte de visite d'agent immobilier sur le buffet. Mes mains tremblaient en tenant ce petit carton anodin qui scellait ma mise à l'écart définitive. Il projetait de vendre, de tourner la page de ma vie comme s'il ne s'agissait que d'un meuble usé dont on se débarrasse. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je marchais dans le couloir, caressant les murs, posant mes doigts sur les cadres des photos jaunies, respirant le parfum du bois ciré. Chaque pièce me parlait, la cuisine où j'avais préparé tant de repas, le salon où mon mari lisait son journal, le jardin où mes enfants avaient joué. Tout cela allait disparaître, emporté par l'ingratitude et l'avidité. Je compris alors qu'il ne s'agissait plus de simples humiliations, mais d'une véritable tentative d'expulsion. On ne me volait pas seulement des murs et un toit. On me volait ma mémoire, ma dignité, ma place dans le monde. C'était un assassinat symbolique. Au petit matin, devant le miroir, je vis mon visage ravagé par les larmes, mais dans mes yeux brillait une lueur nouvelle. Je n'étais pas encore vaincue. Une voix intérieure, jusqu'alors étouffée par des années de silence me soufflait. Assez, tu ne seras plus une victime. Ce fut le point de bascule. La douleur se transforma en une résolution glaciale. Je ne savais pas encore comment, mais je décidai qu'ils ne m'auraient pas si facilement. Ils croyaient que j'étais faible, que l'âge avait éteint ma force, mais ils oublient que j'avais survécu à bien plus que leur mesquinerie. J'avais affronté la pauvreté, la maladie, le deuil. Et si j'avais tenu jusque-là, ce n'était pas pour me laisser dépouiller sans un mot. Je rangeais soigneusement le document dans une boîte comme on conserve une preuve pour un procès. Puis je pris un carnet, un simple cahier à couverture bleue et j'y écrivis. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus subir. Ce fut ma première arme. Cette phrase tracée d'une main tremblante mais ferme. Je savais que le combat ne serait pas bruyant. Il serait discret, patient, méthodique. Mais une chose était certaine, le jour viendrait où ma belle-fille regretterait son arrogance, où elle découvrirait que la vieille femme qu'elle croyait domptée avait encore des ressources insoupçonnées. Ce soir-là, je me suis assise dans le jardin sous le grand olivier que mon mari avait planté. Le vent d'hiver faisait bruire les feuilles et dans ce murmure,
j'ai cru entendre une promesse. Je n'étais pas seule. Mon mari d'une certaine façon était encore là à mes côtés, et c'est en pensant à lui que j'ai juré les dents serrées vous ne me prendrez pas tout. C'était le début de ma révolte silencieuse. Les nuits qui suivirent furent longues, étouffantes. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce document officiel qui me rayait d'un trait de plume comme si mon existence ne valait rien. J'avais beau me dire que je n'étais pas la première mère à être trahie par les siens. La morsure de l'injustice me tenait éveillée, me rongeait de l'intérieur. Je restais des heures immobile, allongée sur mon lit. Le regard fixé au plafond. Le silence de la maison, autrefois rassurant, me pesait désormais comme un fardeau. J'entendais au loin les rires de mon fils et de sa femme derrière leurs portes fermées, et chaque éclat de voix était un rappel cruel que j'étais devenue étrangère sous mon propre toit. Alors, je me mis à réfléchir, à examiner ma vie entière. Je repassais dans ma mémoire toutes ces années de sacrifice. Mes mains usées par le travail, mes économies versées pour les études de mon fils, mes nuits blanches passées à m'occuper des petits-enfants. Tout cela pourquoi? Pour être traitée comme une intruse. Pour être écartée comme un meuble encombrant. L'amertume me serrait la gorge. Je priais en silence. Non pas pour que ma belle-fle change, ni pour que mon fils retrouve le courage de me défendre. Je priais pour trouver en moi la force de ne pas sombrer, de ne pas me laisser anéantir. Mes mots s'élevaient dans l'obscurité comme une bouée de sauvetage. Seigneur, donne-moi la patience de ne pas haïr mais aussi le courage de ne pas céder. Au fil des jours, mes pensées prirent un autre tournant. L'envie de tout abandonner me frôlait parfois. Quitter la maison, disparaître, me contenter d'une chambre dans un petit appartement social où personne ne me verrait plus. Mais chaque fois, une flamme intérieure se rallumait. Pourquoi devrais-je fuir? Pourquoi devrais-je céder ce qui m'appartenait de droit? Non, il était temps que je lutte. Je commençais à observer, à écouter. Je notais mentalement les paroles de ma belle-fille, les gestes de mon fils, les documents qui circulaient. Puis une nuit, je pris ce vieux carnet à couverture bleue et j'écrivis avec une minutie presque maladive. Tout ce que j'avais découvert, tout ce que je soupçonnais. Chaque détail devenait une pièce d'un puzzle plus vaste. Le lendemain, j'osais franchir un pas que je n'aurais jamais cru possible. Je pris rendez-vous en secret avec un notaire du centre-ville d'Antibes. Ce fut une rencontre brève, discrète. Assise face à lui, j'expliquai ma situation avec des mots choisis, sans larmes, mais avec cette fermeté nouvelle qui me surprenait moi-même. L'homme m'écouta attentivement puis me rassura. La loi était encore de mon côté. Rien n'était perdu à condition d'agir vite et prudemment. Je ressortis de son bureau avec un mélange étrange d'appréhension et de soulagement. J'avais enfin une arme légale, un appui extérieur. Je n'étais plus seule face à leurs machinations. Sur le chemin du retour, je levai les yeux vers le ciel limpide de la Côte d'Azur et j'eus l'impression que l'air marin me donnait une force nouvelle. Mais cette résolution ne m'empêchait pas de douter. Dans ma chambre, le soir, je relisais mes notes. Parfois, une pensée terrible me traversait. Et si je n'étais pas assez forte? Et si mes propres enfants me détruisaient malgré tout? Ces moments de faiblesse me faisaient pleurer en silence, mais ils ne duraient jamais longtemps. L'idée de me battre reprenait toujours le dessus. Je me surpris même à anticiper leur réaction. La colère de ma belle-fille quand elle découvrirait que je n'étais pas aussi docile qu'elle le croyait. La gêne de mon fils lorsqu'il verrait que sa mère si discrète avait préparé une riposte. Je n'éprouvais pas de joie à imaginer leur humiliation future, mais une satisfaction glaciale, je n'allais plus être la victime. C'est dans ces nuits blanches percées par mes prières et mes doutes que j'ai trouvé la conviction nécessaire. Désormais, chaque jour aurait un but. Chaque geste que je ferais aurait un sens. Je n'étais plus la vieille femme effacée qu'il voyait. J'étais une survivante, une stratège en devenir et sans qu'il ne s'en doute, je commençais à écrire les premières lignes de ma vengeance silencieuse. À partir de ce moment-là, chaque journée prit une allure nouvelle.
Là où auparavant, je me laissais porter par la monotonie de mes habitudes, je me mis à planifier. Chaque geste, chaque regard, chaque silence était calculé. Je continuais d'apparaître comme la vieille femme effacée qu'ils imaginaient. Mais derrière cette façade, j'avançais mes pions avec une précision méthodique. La première étape fut de renforcer mon lien avec le notaire. Je repris rendez-vous, cette fois pour examiner les papiers plus en détail. Installé face à lui dans ce bureau où l'odeur du bois ciré et des vieux registres emplissait l'air, je lui remis tous les documents que j'avais trouvés dans la maison. Il les lut attentivement, fronça les sourcils puis me lança un regard à la fois sévère et compatissant. « Vous avez raison, madame, me dit-il. Votre belle-fille a voulu vous écarter, mais il y a des failles. Si vous le souhaitez, nous pouvons établir une contre-stratégie. » Ce mot contre-stratégie résonna en moi comme une promesse. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que j'avais de nouveau pris sur mon destin. Le notaire m'expliqua les démarches à entreprendre. Réorganiser mon testament, sécuriser mes comptes bancaires, clarifier mes droits de propriété. Chaque action serait discrète, légale mais redoutablement efficace. Je sortis du bureau avec une liste précise, comme un général quittant la salle des cartes après avoir dessiné son plan de bataille. La deuxième étape fut l'argent. J'avais toujours gardé une certaine somme de côté issue de petites économies faites au fil des ans. Des livrets, quelques placements modestes, un héritage lointain de mes parents. Rien de mirobolant mais suffisant pour constituer une réserve que mes enfants ignoraient. J'ouvris un nouveau compte bancaire séparé, inaccessible à quiconque. Là, je plaçai ces fonds comme on met à l'abri une arme précieuse avant l'assaut. Puis vint la maison. Avec l'aide du notaire, j'entamai discrètement des démarches pour établir mes droits. Chaque signature, chaque paraphe était une victoire silencieuse. Je n'en parlais à personne, pas même à mes voisines, de peur qu'un mot imprudent ne se répande jusqu'aux oreilles de ma belle-le. En parallèle, je commençais à rédiger un nouveau testament. Celui-ci, je le gardais secret, enfermé dans un coffre dont moi seul connaissais l'existence. J'y consignais mes volontés claires nettes. Ni mon fils ni sa femme ne recevraient un centime de mes biens s'ils persistaient dans leur trahison. À la place, je prévoyais de léguer mes économies à une association locale ou à une petite nièce éloignée qui m'avait toujours témoigné de l'affection. Je pris soin de dissimuler mes intentions. Devant eux, je restais la même, douce, effacée, parfois même soumise. Je laissais ma belle-fille donner ses ordres, me traiter avec condescendance. Je hochais la tête, je souriais vaguement. Elle ne se doutait pas que derrière ce masque tranquille, j'avais déjà commencé à retourner la situation. Il m'arrivait de la regarder dans le silence de la cuisine lorsqu'elle se vantait de ses projets et de ressentir une étrange sérénité. Elle croyait être maîtresse du jeu, mais elle ne savait pas que la partie m'appartenait déjà. Mon fils, aveuglé par son désir de paix conjugale, se taisait toujours. Sa lâcheté me blessait, mais désormais, je la transformais en force. Son absence de courage me libérait de tout scrupule. Chaque soir, je reprenais mon carnet bleu. J'y consignais mes avancées, mes rendez-vous, mes réflexions. Les pages se noircissaient de mots précis, testament modifié, nouveau compte ouvert, rendez-vous fixé avec le notaire. C'était mon journal de guerre, mon témoin silencieux. Je veillais aussi à conserver mon calme. Je savais que ma vengeance ne devait pas être guidée par la colère brute, mais par une froide lucidité. Alors, je cultivais mon apparence de vieille femme fragile. Je continuais à préparer quelques repas, à arroser les plantes, à parler doucement. Ma belle-fille se croyait invincible, mais chaque sourire que je lui adressais était un voile qui recouvrait mes véritables intentions. Un après-midi, je reçus un appel d'un vieil ami de mon mari, un avocat à la retraite installé à Nice. Je pris le train discrètement pour aller le rencontrer. Dans un petit café près de la promenade des Anglais, je lui exposai ma situation. Il m'écouta longuement,
hocha la tête et finit par dire « Vous avez raison de ne pas céder. Le silence est votre meilleure arme, mais il doit être doublé de précision. Protégez-vous, madame, et lorsque le moment viendra, laissez-les découvrir seuls l'étendue de leur perte. » Ces mots me donnèrent une assurance nouvelle. Ce n'était plus seulement une lutte pour conserver mes biens, c'était une lutte pour ma dignité. Chaque pas que je faisais me rapprochait du moment où tout basculerait. Eux ne se doutaient de rien. Ils continuaient leur projet, pensant que j'étais déjà effacé, vaincu. Mais moi, je construisais patiemment une citadelle invisible. Je savais que le jour viendrait où ils découvriraient que leur calcul avait échoué. Et ce jour-là, je n'aurais pas besoin de crier ni de me venger dans la fureur. Je n'aurais qu'à les regarder s'effondrer avec le calme de celle qui avait tout prévu. Ce fut ainsi que je préparais pas à pas la revanche silencieuse qui allait marquer ma renaissance. Le piège que j'avais mis tant de soin à préparer commença à se refermer sans bruit. Pendant des semaines, je laissais ma belle-fille et mon fils vivre dans leur illusion de victoire. Ils croyaient que j'étais docile, qu'ils avaient tout verrouillé, que mes jours n'étaient plus qu'une lente attente. Mais en réalité, chaque pièce avait déjà été déplacée sur l'échiquier. Je me souviens parfaitement du jour où la vérité leur éclata. C'était un matin d'avril clair et doux où l'air marin vibrait par les fenêtres entr'ouvertes. Ma belle-fille, fière et arrogante comme à son habitude, avait invité un agent immobilier à la maison. Elle parlait fort, faisait visiter les pièces, vantait la valeur du bien comme si tout lui appartenait déjà. Je l'entendis dire à cet homme avec ce sourire tranchant que je connaissais trop bien. Tout sera réglé bientôt. La vente est pratiquement conclue. Je n'avais rien dit. J'étais restée assise dans le salon, mes mains croisées sur mes genoux, silencieuse comme une ombre. Mais au fond de moi, je savais déjà qu'elle se trompait, qu'elle n'avait aucun droit réel d'agir ainsi. Quelques jours plus tard, le notaire leur adressa une convocation officielle. Mon fils en avait reçu la lettre et je vis son visage pâlir lorsqu'il la lut à voix haute. Sa femme, d'abord surprise, se reprit vite, me lança un regard plein de dédain et dit « Encore une de ces comédies ». Ils ne savaient pas encore que le terrain s'était déjà dérobé sous leurs pieds. Le jour de la rencontre, nous nous retrouvâmes tous dans ce bureau feutré avec ses grandes bibliothèques et son odeur de parchemin ancien. Le notaire, sérieux, posa les documents sur la table. Calmement, il expliqua que j'avais fait valoir mes droits, que la maison n'était en aucun cas à vendre sans mon accord et que de nouvelles dispositions venaient d'être établies concernant mes biens. Ma belle-Fleu éclata de colère, ses yeux lançaient des éclairs, ses joues étaient rouges de rage. Elle tapa du poing sur la table. « Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas ce pouvoir, vous ne pouvez pas. » Le notaire ne brancha pas. Il sortit les papiers dûment signés, tamponnés, datés. Chaque feuillet était une preuve irréfutable. Mon fils lui gardait la tête basse. Je lus dans ses yeux un mélange de honte et de peur. Je ne prononçais presque aucun mot. Je restais droite sur ma chaise, les mains posées devant moi, mon visage impassible. Le silence que j'offrais en réponse à leurs cris était plus tranchant qu'une épée. Je les voyais s'agiter, argumenter, supplier presque, mais rien n'y changeait. Tout avait été fait dans les règles et la loi était désormais de mon côté. Leurs voix finirent par se briser. L'arrogance de ma belle-fille céda la place à la panique. Elle me fixait comme si elle découvrait une étrangère incapable de comprendre comment la vieille femme qu'elle croyait dominer avait pu lui échapper. Mon fils, lui, murmurait des phrases confuses, tentant d'apaiser la situation, mais ses mots tombaient dans le vide. Moi, je savourais cette justice silencieuse. Pas une vengeance bruyante, non, juste la froide vérité qui s'abattait sur eux comme un couet. À la sortie dans la rue ensoleillée, ils restèrent figés un moment hébétés. Ma belle-fille me lança un regard plein de haine et de dépit. Je soutins son regard sans un mot et ce silence sembla la détruire plus sûrement que si j'avais crié. Mon fils détourna les yeux, incapable de soutenir le poids de ma dignité retrouvée.
Je partis seul, mes pas résonnant sur les pavés, le cœur battant fort et calme. Je n'avais pas besoin de triompher à voix haute. Le simple fait de savoir qu'ils avaient perdu leur main mise suffisait. Ce jour-là, j'ai compris que la vengeance la plus éclatante n'était pas faite de cris ou de vengeance spectaculaire. Elle était faite de silence, de patience, de lois respectées et de vérités révélées. Eux avaient tout misé sur mon effacement. Moi, j'avais misé sur mon endurance et j'avais gagné. Après cette confrontation chez le notaire, plus rien ne fut comme avant. Le vernis qui recouvrait notre famille s'était craquelé d'un seul coup, laissant apparaître toutes les fissures que pendant des années j'avais refusé de voir. Ma belle-fille, autrefois triomphante, errait dans la maison comme une lionne blessée. Elle parlait bas, mais ses colères éclataient soudain, imprévisibles comme des éclairs dans le ciel. Mon fils, lui, s'enfonçait dans un mutisme coupable. Ses silences étaient lourds, pesants, presque insupportables. Il n'osait plus me regarder dans les yeux et quand il le faisait, je voyais ce mélange de honte et de regret qui le rongeait. Mais il n'avait pas le courage de se détacher de sa femme. Peu à peu, les disputes se multiplièrent entre eux. Les voix montaient, les reproches fusaient. Dans le salon, dans la cuisine, derrière les portes closes, j'entendais tout. Elle l'accusait de faiblesse de n'avoir pas su mater sa mère. Lui l'accusait de l'avoir poussé trop loin. Chaque mot était une déchirure. Ce couple qui croyait m'avoir réduit au silence se détruisait désormais tout seul. Certains soirs, je m'asseyais dans mon jardin sous l'olivier que j'avais planté avec mon mari défunt. Le parfum des fleurs d'oranger se mêlait à l'air marin et j'écoutais de loin leurs cris. J'éprouvais une étrange sensation. Ni joie ni tristesse, mais une lucidité froide. J'étais devenue spectatrice d'un chaos qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Très vite, les voisins commencèrent à chuchoter. À Antibes, les murs ont des oreilles. Les ragots circulaient au marché dans les boulangeries sur la promenade. Certains venaient me voir discrètement. On dit que votre fils et sa femme se déchirent. Est-ce vrai? Je répondais toujours d'un sourire doux et vague, laissant planer le mystère. Je n'avais pas besoin de parler. Les rumeurs s'occupaient de tout. Ma belle-fille qui avait tant besoin d'admiration et de reconnaissance se retrouva isolée. Les regards changèrent autour d'elle. Là où autrefois on l'enviait, on la jugeait désormais. Ses amis s'éloignaient, ses parents prenaient leur distance. Elle se retrouvait seule, enfermée dans sa propre colère. Un soir, je la surpris à pleurer dans la cuisine. Elle me lança un regard de haine en me voyant comme si mes yeux avaient trahi sa faiblesse. Elle claqua la porte sans un mot. Ce fut la première fois que je compris qu'elle n'était plus l'ennemie invincible que je craignais. Elle était devenue une femme brisée par ses propres excès. Mon fils, de son côté, commença à passer ses nuits hors de la maison. Je savais qu'il cherchait à fuir l'atmosphère étouffante, peut-être dans les bars, peut-être ailleurs. Le peu de lien qui nous restait se dissolvit chaque jour davantage. Un soir, il m'avoue d'une voix éteinte. « Maman, je crois que tout est en train de s'effondrer. » Je le regardais, mais je ne répondis rien. Mon silence pesait plus que n'importe quel discours. Et puis un matin, la nouvelle éclata. Ma belle-fille avait quitté la maison en portant quelques affaires, laissant derrière elle un mari et une réputation ruinée. La maison, jadis pleine de tensions et de bruit, s'emplit soudain d'un vide étrange. J'avais prévu ce départ, je l'avais même anticipé. Mais le voir arriver me fit comprendre une chose essentielle. Je n'avais pas seulement repris mes droits. J'avais laissé leurs propres mensonges et leur avidité les détruire. Je rassemblais alors mes affaires. Ce n'était plus mon rôle de rester spectatrice de cette lente désagrégation. Mon temps était venu de partir. Ainsi, je quittais cette maison avec une valise discrète et quelques souvenirs. Je laissais derrière moi le tumulte, les cris, les rancunes. En franchissant le seuil, je ne ressentis ni amertume ni triomphe, seulement une profonde libération.
Ils restaient prisonniers de leurs fautes, de leurs querelles. Moi, j'allais vers autre chose, vers un lieu où je pourrais enfin respirer. C'est ce jour-là que j'ai compris. Parfois, la justice ne se crie pas. Elle ne s'impose pas avec fracas. Parfois, elle n'est simplement du silence et du temps qui finissent par dévorer ceux qui vous ont trahi. Je quittais Antibes un matin d'été alors que le soleil dorait déjà les façades claires et que le marché battait son plein. J'avais une simple valise à la main et une détermination tranquille dans le cœur. La gare avec ses allées animées et ses voyageurs pressés m'accueillit comme un passage obligé vers une nouvelle vie. Lorsque le train démarra, je regardai une dernière fois la mer étinceler au loin, consciente que je laissais derrière moi non seulement une maison, mais aussi des chaînes invisibles qui m'avaient retenu trop longtemps. Mon choix s'était porté sur un petit village en Provence, à une trentaine de kilomètres de là où une maison modeste m'attendait. Rien de luxueux, mais un lieu paisible avec une cour ombragée et une vue qui s'ouvrait sur des collines couvertes de vignes et de lavandes. Dès mon arrivée, j'eus la sensation étrange de renaître. Ici, personne ne me connaissait comme la mère d'eux. Personne n'avait entendu les disputes. Personne ne savait ce que j'avais traversé. J'étais simplement une femme âgée qui s'installait pour recommencer. Les premiers jours furent silencieux, presque trop. Mais très vite, je découvris la chaleur discrète des habitants. Le boulanger me salua avec un sourire sincère. La voisine d'en face vint m'apporter un panier de figures et le facteur, en me livrant une lettre, prit le temps de bavarder quelques minutes. Ces gestes simples que j'avais oubliés réchauffaient mon cœur. Je passais mes matinées à marcher dans les sentiers bordés d'oliviers, à respirer profondément l'air chargé d'odeurs et de romarin. Chaque pas me rappelait que j'étais libre. Libre de ne plus subir les regards méprisants. Libre de ne plus trembler à l'idée d'être rejeté dans ma propre maison. Le soir, je m'asseyais devant ma petite table de bois, un carnet à la main et j'écrivais. Je couchais mes souvenirs, mes douleurs, mais aussi mes espoirs. C'était une manière de déposer le poids que j'avais porté si longtemps. Un jour, au marché, je rencontrai une femme de mon âge, prénommée Claire. Elle avait ce même air digne et fatigué des femmes qui avaient trop donné sans rien recevoir en retour. Nous avons parlé d'abord timidement puis de plus en plus. Elle m'avoue qu'elle avait élevé ses enfants seule après un divorce douloureux. Et que malgré ses sacrifices, elle avait fini par être mise à l'écart par eux. Nos histoires se ressemblaient. Dans ses yeux, je vis ce reflet de moi-même et une complicité naquit aussitôt. Avec elle, je redécouvris la joie simple des conversations sincères. Nous marchions ensemble sur la place du village. Nous partagions un café en riant doucement de nos vies cabossées. Et peu à peu, je compris que la solitude que j'avais redoutée ne serait plus jamais un fardeau. Je m'ouvris aussi à la communauté. Je rejoignis une petite association qui aidait les personnes âgées isolées. Moi qui avais tant souffert du rejet, j'apportais désormais mon soutien à d'autres. J'allais rendre visite à une dame de 90 ans qui ne quittait plus son fauteuil. Je partageais des repas avec un veuf qui n'avait plus de famille. Chaque sourire que je recevais était un baume. Ce que mes proches m'avaient refusé, je le retrouvais dans des inconnus devenus compagnons. Le plus surprenant, ce fut de constater combien la nature me guérissait. Dans mon jardin, j'avais planté des tomates, des herbes aromatiques et je passais des heures à arroser, à tailler, à parler doucement aux fleurs. Les saisons reprenaient leur cycle et avec elles, je sentais mon cœur se réparer. Bien sûr, certaines nuits, les souvenirs revenaient cruels et tranchants. Je revoyais le visage froid de ma belle-fille. J'entendais les reproches voilés de mon fils. Une douleur sourde me traversait comme une cicatrice qu'on effleure. Mais au matin, la lumière dorée sur les collines apaisait tout. J'avais appris à ne plus nourrir ma rancune. Je réfléchissais souvent à la notion de pardon. Dais-je leur pardonner? Était-ce nécessaire pour avancer? La vérité est que je ne ressentais pas le besoin de le faire. Pardonner pour moi aurait signifié excuser. Or,
Je ne voulais pas excuser. Je voulais simplement laisser derrière moi et j'avais choisi la paix, pas le ressentiment. Un après-midi, alors que je sirotis un thé à la terrasse de mon nouveau foyer, j'entendis les cloches de l'église du village sonner. Leurs échos résonnaient dans l'air pur comme une invitation à la sérénité. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à mon mari disparu. Je lui ai murmuré. Tu vois, enfin, je suis en paix. C'était cela ma victoire silencieuse. Reconstruire ma vie loin des traîtrises, loin des humiliations. Prouver à moi-même que rien, pas même l'ingratitude de mes enfants, ne pouvait m'empêcher de renaître. Et chaque soir, en regardant le ciel se teint d'or et de pourpre, je me disais oui, le silence est une forme de justice. Les années passèrent doucement dans mon nouveau refuge. Les saisons se succédaient avec une régularité apaisante. L'été et ses marchés parfumés, l'automne et ses vignes dorées, l'hiver où le mistral sifflait dans les volets, puis le printemps éclatant de fleurs sauvages. J'avais trouvé une paix que je n'avais jamais connue auparavant, même dans les années où je croyais être heureuse. Cette paix, je ne la devais à personne d'autre qu'à moi-même. Je savais bien sûr que mon fils et ma belle-fille suivaient une autre trajectoire. J'avais entendu par quelques échos lointains, que leur couple s'était finalement effondré. Les dettes, les rancunes, les querelles incessantes avaient fini par les séparer. Mon fils vivait seul, perdu, incapable de recoller les morceaux. Ma belle-fille, elle avait disparu de nos horizons, partie refaire sa vie ailleurs comme un fantôme qui efface ses traces. Il m'arrivait encore, certains soirs de penser à lui, à ce fils que j'avais porté, nourri, aimé plus que moi-même. Comment avait-il pu me trahir à ce point? Puis je me rappelais ses yeux ce jour chez le notaire plein de honte et de détresse. Je comprenais que lui aussi avait été prisonnier de ses choix. Faible face aux manipulations de sa femme. Était-ce une excuse? Non. Était-ce une explication? Peut-être. Mais à ce stade de ma vie, je n'avais plus besoin de réponse. J'avais cessé d'attendre. C'était cela la vraie libération, ne plus espérer une réparation impossible. J'avais appris à vivre avec mes cicatrices, à les considérer comme des marques de survie plutôt que des blessures ouvertes. Un matin de printemps, j'ai pris ma plume pour écrire une lettre. Pas une lettre à envoyer, une lettre à moi-même, à la femme que j'étais jadis, celle qui pleurait en silence dans une maison où elle n'était plus la bienvenue. J'ai écrit « Tu as cru que ton silence était une faiblesse. En réalité, il a été ta plus grande force. Tu as cru que ton âge était un poids. En réalité, il t'a donné la patience d'attendre ton heure. Tu as cru que tu étais seul. En réalité, tu portais en toi une dignité que personne ne pouvait te voler. En relisant ces lignes, j'ai compris que ma vie n'était pas une suite de défaites, mais un chemin vers cette vérité. Il n'y a pas de justice plus implacable que le temps et le silence. Aujourd'hui, à 70 ans passés, je vis seul, mais je ne suis plus jamais isolé. Je partage des repas avec mes voisins, je m'occupe de mes plantes. Je ris avec Claire comme deux jeunes filles attardées dans le temps. Je suis devenue cette femme que rien ne pouvait briser parce que j'ai choisi de ne plus tendre mes poignets aux chaînes. Et à celles et ceux qui liront mon histoire, je veux dire ceci, ne croyez jamais que votre douleur est invisible. Même si vos proches ferment les yeux, même si vos sacrifices sont oubliés, sachez qu'un jour viendra où votre dignité parlera pour vous. Le silence peut aussi être une forme de justice, mais cette justice a un prix, le prix de la solitude parfois. Le prix de voir s'éteindre certains liens sans jamais les raviver. Le prix de comprendre que l'amour inconditionnel d'une mère ou d'une épouse peut être piétiné. Ce prix, je l'ai payé mais je n'en regrette rien car au bout de la route, j'ai retrouvé ce qui m'avait été volé, la liberté. Il n'y a pas de victoire plus grande que celle-ci. M.